Bien, bonjour à tous, j'ai vu la vidéo de l'Observateur qui vient de sortir, Capitalisme vs Communisme, et j'ai pas pu m'empêcher de faire une réponse à chaud. La vidéo d'origine fait quand même 1h11, j'ai fait beaucoup de cuts pour rendre ma réponse la plus courte possible, j'ai dénoté en tout cas beaucoup de mauvaise foi et d'hypocrisie. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Et que le capitalisme n'a pas été créé, c'est une évolution naturelle, organique des échanges humains. Donc si je te suis bien, la pauvreté c'est une évolution naturelle. J'aimerais te rappeler une chose, l'Observateur, c'est que la disparité de richesse n'est pas naturelle. Elle est artificielle, elle a bien été créée. Et la première fois que quelqu'un a échangé du sel contre des coquillages ou contre du blé, eh bien il n'y a jamais eu d'état central, de réglementation centrale qui a décrété le prix du sel ou le prix du blé. Ça s'est fait en fonction de la disponibilité de ces matières premières et en fonction des accords que les gens arrivaient à atteindre entre eux. Oui, effectivement. Sauf qu'à l'époque, les échanges étaient très limités et de façon très locale. Escroquer, arnaquer, exploiter son prochain, tu peux peut-être le faire à l'échelle mondialisée, mais à l'échelle d'un village de 100 individus où tout le monde se connaît, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'à cette époque-là, le libre-échange était juste. C'est pour ça que le libre-échange était équitable. Le capitalisme n'est pas une doctrine qui a été inventée par un cerveau qui a été théorisé, c'est une espèce de forme organique qui naît partout où les humains échangent. C'est juste un rapport de force qui naît partout là où il est possible d'exploiter son prochain. En tout cas, c'est vers cela que le capitalisme tend. Mais on va y revenir plus tard parce que j'ai beaucoup d'arguments à démonter, surtout des arguments de mauvaise foi. On va y revenir. Et ensuite, on voit apparaître un autre développement, une autre sophistication du capitalisme qui apparaît en Angleterre et aux Pays-Bas vers le XVIIe siècle, qui est le capitalisme financier et où on voit apparaître pour la première fois l'actionnariat, la possibilité d'acheter des actions dans des entreprises. Et c'est vraiment là que tout a commencé à foirer. C'est là que les dérives ont commencé. Quand des gens qui ne produisent rien ont commencé à pouvoir faire toujours plus d'argent, tout en ne faisant toujours rien, sur le dos des gens qui se bougent le cul. Et ça a permis un développement phénoménal du commerce parce que les armateurs arrivaient de cette façon à se financer. Les investisseurs qui gagnaient de l'argent finançaient de plus en plus ces expéditions et c'est comme ça qu'on a réussi à conquérir le Nouveau Monde. Alors oui, en effet, les armateurs ont été financés par des riches. Mais si ces riches n'étaient pas là, l'argent serait bien quelque part. S'il y avait plus d'argent en circulation parmi le peuple, peut-être que les armateurs auraient eu le financement eux-mêmes et qu'ils n'auraient pas été obligés de mendier auprès de ceux qui possèdent tout l'argent. Ce qui crée un cercle vicieux, puisque ceux qui ont l'argent ont toujours plus d'argent et que ceux qui se bougent le cul et produisent des richesses en ont donc forcément proportionnellement moins, les rendant toujours plus dépendants des riches pour un éventuel financement qui rendra ces riches toujours plus riches, etc. C'est un cercle vicieux sans fin qui rend les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, donnant le contrôle total de ce qui doit être financé ou pas entre les mains des riches. L'optimisation est centrale dans le capitalisme. Toute l'histoire du capitalisme, c'est une question d'optimisation de la productivité. Et c'est bien là tout le problème, c'est que l'optimisation tend forcément vers l'esclavage. L'esclavage étant la forme d'optimisation la plus rentable. Cette optimisation du rendement humain tend à dégrader les conditions de vie humaines. C'est l'exploitation du peuple au profit d'une minorité. J'ai l'impression que si je te le dis, l'observateur, tu vas découvrir que l'esclavage est effectivement la forme la plus rentable du capitalisme. Bah oui, c'est le cas. C'est pour ça que le capitalisme tend vers l'esclavage. Et depuis la révolution industrielle, on vit à peu près toujours sur le même système de société qui est le consumérisme, la fabrication d'objets destinés à la consommation, et c'est le fondement de notre civilisation moderne. C'est aussi le fondement de tous les problèmes. Le capitalisme se concentre sur le consumérisme plutôt que dans l'amélioration des conditions de vie humaines, parce que celles-ci ne sont pas rentables. On est en fait dans l'objectification la plus complète de l'être humain. Le capitalisme est trop efficace, le capitalisme produit trop, il génère de la surproduction et cette surproduction génère des crises du capitalisme. Lorsque la consommation n'arrive plus à suivre la production, il y a crise économique. Et à aucun moment tu ne t'es posé la question comment c'est possible que la consommation ne suive pas la production. Comment un peuple ne peut-il pas consommer toutes les richesses qui sont produites? Cette énormité n'a pas fait tilt à aucun moment dans ta tête. Du coup je vais être obligé de te l'expliquer. C'est l'avidité sans limite des riches
qui veut produire toujours plus pour s'en mettre toujours plus plein les poches, mais qui dans le même temps ne veut pas payer suffisamment ses employés pour que ceux-ci puissent consommer les biens qui sont produits. À force de vouloir tirer les marges pour faire un maximum de bénéfices, le peuple n'a plus assez de pouvoir d'achat pour consommer ce qui est produit. C'est l'avarice des riches qui conduit à la crise économique, lorsque ceux-ci deviennent complètement déconnectés de la réalité. De travail difficile dans les usines, les accidents, le travail des enfants, les journées à rallonge, les conditions insalubres d'hébergement des travailleurs, l'absence de jours de repos, etc. Encore une fois, j'ai l'impression que tu découvres que le capitalisme tend vers l'esclavage, voire même pire en fait. Parce que pour rappel, les maîtres d'esclaves prenaient soin de leurs esclaves. Les maîtres d'esclaves s'assuraient que leurs esclaves mangent bien, dorment bien, etc. afin que leurs esclaves soient plus productifs. Il fallait pas que l'esclave tombe malade, parce que ça coûtait cher. Le capitalisme, lui, en a rien à foutre de ces esclaves modernes. Le peuple, surtout soumis au chômage, est une main-d'œuvre illimitée et remplaçable à souhait que tu peux maltraiter et dont tu te fiches éperdument s'ils mangent à leur faim, s'ils dorment assez ou s'ils ont un toit sur la tête. Et puis si jamais ils meurent de fatigue, tu le remplaceras par un autre ouvrier. Le capitalisme de cette époque-là est sans doute le pire d'entre tous. Bien pire que l'esclavage selon moi. Et tout ça a mené naturellement à l'émergence de la gronde ouvrière qui s'est ensuite transformée en lutte ouvrière plus organisée et qui, de fil en aiguille, a donné naissance à des idéologies, notamment le socialisme et plus tard son évolution extrême, le communisme. Alors, si on voit la société comme un corps humain, comme tu feras la métaphore plus tard dans ta vidéo, le communisme est en quelque sorte une surréaction immunitaire du peuple face à l'exploitation du capitalisme. C'est une réaction naturelle de force égale et opposée à la violence du capitalisme. Plus la violence du capitalisme sera élevée, plus la réponse, plus la réaction sera forte. Le communisme n'est pas la solution, mais c'est le résultat du désespoir causé par le capitalisme. Sans intervention extérieure, eh bien, ils ne produiront jamais de communisme. Vous ne verrez jamais un groupement humain qui va décider naturellement de tout partager. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les humains sont des animaux hiérarchiques. Preuve donc que le capitalisme n'est pas naturel, puisqu'il produit des mouvements contre nature comme le communisme. Pour arriver à générer ce désir contre nature qu'est le communisme, c'est qu'il a fallu quand même sacrément tirer sur la corde. Que la révolution n'était qu'un demi-tour à 180 degrés pour revenir vers le pire. Aucune révolution n'a rien donné de positif, y compris la Révolution française. Alors, la Révolution ne donne rien de bien, permets-moi d'émettre quelques doutes. Un peuple qui souhaite se libérer devra forcément passer par la Révolution. Un peuple n'obtient jamais rien par le pacifisme. Un chien qui ne montre pas les dents sera un chien qui sera condamné à être soumis. Tant qu'il n'y a pas de conséquences à l'exploitation du peuple, le peuple continuera à se faire exploiter. Tu dis que la Révolution ne permet rien, moi je dis que les fleurs et les lettres n'ont jamais renversé aucun totalitarisme. En cela, nous avons une vision radicalement différente. La Révolution française est un bain de sang qui n'a fait que remplacer l'aristocratie par la bourgeoisie. Ça n'a jamais réglé les problèmes de pauvreté. Ça a simplement mis au pouvoir des petits bourgeois illégitimes qui y sont toujours d'ailleurs. Et effectivement, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. La Révolution française a remplacé des privilégiés par d'autres privilégiés. Même si je déteste ce mot parce qu'il est utilisé à tort et à travers dans l'idéologie progressiste. Mais effectivement, du coup, la bourgeoisie a remplacé l'aristocratie et n'a pas réglé les problèmes de pauvreté. Mais hey, tu sais quoi? Le capitalisme n'a jamais réglé les problèmes de pauvreté non plus. Le principe même du capitalisme, sa tendance inhérente, son essence même, c'est justement d'accroître les disparités. Le capitalisme rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. On en revient toujours à la même chose, sur suffisamment long terme, le capitalisme tend vers l'esclavagisme, parce que c'est le modèle d'exploitation le plus rentable. Et contrairement à Marx, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des solutions à tout. Il faut arrêter de vouloir trouver des solutions à tout. Il y a des choses qui n'ont pas de solution. Moi, je vois le capitalisme un peu comme le corps humain qui fonctionne d'une façon générale et qui développe des cancers de temps en temps. Alors, le cancer, c'est pas bien, le cancer, c'est méchant, mais le cancer, tu peux rien faire contre. Est-ce qu'il faut jeter le corps humain? Est-ce qu'il faut le détruire parce qu'il développe des cancers de temps en temps? Et c'est comme ça que je vois le capitalisme, c'est-à-dire que on sait que dans 90% des cas, ça fonctionne, on sait que la majorité du temps, ça développe de la richesse, mais on sait aussi
que marginalement, ça va avoir des crises plus ou moins dévastatrices, mais je sais aussi qu'on ne peut rien y faire. Ce passage était vraiment épuisant à écouter. C'est vraiment le fatalisme poussé à son paroxysme. On ne peut rien y faire. Mais en fait, avec cette mentalité, on serait resté à l'âge de pierre. C'est justement notre faculté à penser que l'on peut changer les choses qui font avancer les choses. Parce qu'avec cette mentalité, on n'aurait jamais eu les congés payés, les 35 heures, la retraite, la sécurité sociale, etc., etc., et j'en passe. Tous ces mouvements ont tenté de changer le capitalisme, ou en tout cas à essayer de le rendre plus supportable. Et encore une fois, on va avoir une vision différente des choses. Tu vois le capitalisme comme le corps humain, moi je le vois comme le cancer qui ronge celui-ci. Et je pense que tu dois faire un peu de mauvaise foi à essayer de t'en faire l'avocat parce que tu te trouves du bon côté de la rive. Tu es quelqu'un qui profite du capitalisme, qui décroche des contrats à plus de 100 000 livres. Mais cet argent, il vient de quelque part. C'est parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent en bas de la pyramide que ta fonction te permet d'être rémunéré autant. Et laisse-moi te dire que ceux qui sont en bas de l'échelle en ont un peu marre de se faire exploiter et aimeraient que l'argent tourne un peu plus. Mais ça, encore une fois, tu n'es pas capable de le concevoir parce que tu te trouves du bon côté de la barrière. Donc tu vas essayer de justifier à tout prix que le capitalisme ne peut pas être changé parce que tu en profites et que ça t'arrange donc bien comme ça. C'est normal, c'est un mécanisme psychique classique, t'as pas envie de passer pour le gros connard. Tu vas pas cracher sur le système qui te permet de vivre 100 fois mieux que la plupart des gens du peuple. Si je reprends ta métaphore du corps humain, toi tu profites de tous les avantages et c'est le peuple qui doit se taper tous les cancers. Comme c'est confortable. Allez, continuons. Est-ce qu'il faut jeter entièrement le capitalisme qui génère une quantité phénoménale de richesses parce que ça merdoie de temps en temps? Je ne suis pas certain. Le problème, ce n'est pas la richesse qu'il produit, c'est la manière dont il les répartit. Créer 100 000 fois plus de richesse que nécessaire est-il utile si 99% de cette richesse remonte à 0,01% des gens? Tu vois bien que le problème, ce n'est pas la production, c'est la répartition. C'est pas le système de production que l'on veut jeter, c'est le système de répartition. Fais un effort, bordel, merde. J'ai l'impression que tu fais exprès de ne pas comprendre les revendications du peuple afin de rester dans la mauvaise foi et afin de justifier le capitalisme. Allons bon, continuons. Mais toutes ces idées d'un nouveau capitalisme, d'un autre capitalisme, d'un meilleur capitalisme, c'est une connerie. Ah bon, c'est une connerie. Tu ne connais que ce système capitaliste, donc seul ce capitalisme-là marche. Est-ce que c'est pas un peu étroit d'esprit? Non, parce que quand même, en 10 000 ans, le capitalisme, il a quand même un poil évolué quand même. Dire qu'il n'y a rien à changer dans ce capitalisme-là et qu'on a la meilleure version et qu'elle ne pourra plus être changée, faut quand même en tenir une couche. Hein. En Occident, quand un truc ne marche pas, on essaye de se dire, tiens, il faut un autre moyen. Oui, effectivement, quand quelque chose ne marche pas, il faut un autre moyen. Pourquoi? Si toi t'as un plan d'architecture et qu'il ne fonctionne pas, tu ne vas pas chercher de plan alternatif. Si tu veux construire un pont à un endroit mais que le pont n'est pas adapté, tu ne vas pas chercher une structure alternative. La vache, c'est quand même vachement défaitiste et un brin hypocrite. Ben non, le système est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, il a des qualités, il a des défauts. Le fatalisme, c'est comme ça et pas autrement. Et ça n'évoluera plus jamais même si l'humanité vit 1 million d'années en plus. La vache, ça fait des années que je te suis l'observateur. Tu n'étais alors jamais tombé intellectuellement aussi bas. Mais je t'en prie, poursuis. Par contre, j'ai aussi constaté que le communisme ne créait que de la pauvreté. Tu as constaté qu'une période de communisme n'a créé que de la pauvreté. Du coup, c'est que forcément tous les systèmes communistes vont être pareils. Bon, de un, c'est stupide parce qu'il n'a pas créé que de la pauvreté. Les fonctionnaires communistes étaient plus riches que la plupart des riches capitalistes. D'une certaine façon, le communisme est une forme de capitalisme. Et de deux, dire que le communisme ne crée que de la pauvreté en se basant sur une seule période de communisme et en disant qu'il n'y a qu'un seul communisme, c'est à peu près aussi stupide que de dire qu'il n'y a qu'un seul capitalisme, qu'il n'y a aucune variante et aucune forme différente. Tu veux que je te donne l'exemple d'un système communiste qui a marché? La Chine. La Chine, pays communiste qui a absolument tout produit pour l'Occident pendant des dizaines d'années. Le producteur de richesses pas chères qui a produit pour le monde entier. Ce pays communiste qui possède la plupart des dettes des pays, notamment les dettes des États-Unis. Ce pays communiste qui en seulement 40 ans est passé de pays sous-développés à pays développés. Ce pays qui a largement amélioré les conditions de vie de ses concitoyens. Après, il est largement critiquable sur plusieurs points, mais en attendant, il est le contre-exemple parfait de tes arguments. Le communisme ne produit rien, bah je sais pas, mais en tout cas la Chine elle a produit, et pas qu'un peu. Donc si votre projet c'est d'attaquer les riches
pour qu'on soit tous pauvres, eh bien, que bien vous en fasse, mais c'est pas mon projet. On est dans une société où il y a des riches et des pauvres, on va attaquer les riches, comme ça on sera tous pauvres. Et là on sera bien. Et il y a des gens qui réfléchissent comme ça, hein, je le conçois. Ils préfèrent qu'on soit tous pauvres pareil que d'avoir des riches et des pauvres. J'adore les tours de magie. Vous voyez ces riches? On leur coupe la tête, et pouf, la richesse des riches disparaît. Tout l'or, tous les billets, tous les appartements, tous les moyens de production, pouf, disparu. Et on est tous pauvres. C'est ça la logique? C'est vraiment ça? Est-ce que tu gobes vraiment ce mensonge, l'observateur? Ben moi je suis désolé, je préfère qu'il y ait des riches et des pauvres. Au moins, avec un malentendu, t'as peut-être une chance de prendre le bon ascenseur et de monter un peu, tu vois. Ce qui est fascinant, c'est que tu as toi-même dit plus tôt qu'il y avait des périodes où il y avait plus de production que de consommation. Mais tu arrives à te persuader dans le même temps que tout le monde ne peut pas être riche. Il y a plus de production que de consommation, mais on ne peut pas tous en profiter. Et tu vois même pas le problème. Tu penses que si on répartit cette surproduction, on sera tous pauvres. C'est ça la logique, hein. Si je te suis, ce sont tes raisonnements paradoxaux. Tu réalises pas où est l'arnaque, tu réalises pas où est l'escroquerie. Le capitalisme, c'est le champ des possibles. Dans le communisme, le champ des possibles n'existe plus. On sera tous pauvres pareil. Après, il y a des gens qui aiment peut-être ça. Ils préfèrent que tout le monde soit pauvre que de voir des riches et des pauvres. Bon, j'ai regardé ta vidéo que 2 fois, mais je crois que c'est là où on atteint le summum de la mauvaise foi. Tu fais un espèce de procès d'intention à ceux qui en ont marre d'être les perdants du capitalisme, en leur prêtant la préférence que tout le monde soit pauvre. Alors que c'est exactement l'opposé. Cette surabondance de production, cette richesse colossale mondiale, on aimerait en profiter un tout petit peu, ne serait-ce qu'histoire de faire semblant d'éradiquer la pauvreté. Et ça t'a échappé, l'observateur. Je n'ai pas l'impression que ce soit ton intelligence qui te fasse défaut, mais encore une fois, tu cherches tellement à défendre, à te faire l'avocat du capitalisme, que ton cerveau se met en protection et tu fais preuve d'une immense mauvaise foi. Encore une fois, sans doute parce que tu es celui qui en profite le plus. C'est une piste de réflexion comme une autre. S'il y avait moins d'esclaves du capitalisme, les riches seraient effectivement moins riches. Et c'est ça que tu appelles tout le monde serait pauvre? Bah non. C'est juste que l'élastique serait moins tendu entre les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Les riches seraient peut-être effectivement moins riches, tu trouves peut-être que ça serait sombrer dans la pauvreté, mais en fait ça permettrait juste à la totalité de la population d'avoir des conditions de vie décentes. Le capitalisme ne peut pas maintenir une augmentation constante du profit. À un moment, ça stagne et ça diminue et ça génère automatiquement des crises. C'est une observation, c'est comme ça. Preuve que le capitalisme n'est pas viable. C'est de la logique pure, c'est du bon sens. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et naissent d'autres entreprises plus performantes. Il y a une espèce de régénération constante dans le capitalisme. Remplacer une entreprise qui s'est brûlé les ailes en voulant atteindre le soleil par une autre entreprise qui veut faire pareil, je ne pense pas que ce soit la solution. Il décrit aussi l'aliénation du travail moderne, du travail à la chaîne, qui fait perdre à la vie son sens. Plus on exploite un être humain, plus on le dépouille de tout son sens. Quel est le but de toute cette exploitation si ça va nulle part? Au final, tu ne fais qu'engraisser le capitalisme. Le capitalisme ne fait qu'utiliser les outils qui sont à sa disposition, et les outils les plus performants. Et on a remarqué que le travail à la chaîne, ce qu'on a appelé aussi le taylorisme, inventé par l'ingénieur américain, permet un gain de productivité phénoménal. Rien de nouveau sous le soleil, plus tu robotises les êtres humains, plus ils sont performants. D'ailleurs, le taylorisme, grâce aux machines-outils, est en train de disparaître. Les robots sont en train de remplacer les humains. Avant, on avait un problème d'aliénation parce qu'on faisait les mêmes mouvements tous les jours, mais au moins on avait du travail. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pas l'aliénation, c'est le chômage. Mais évidemment que la recherche de l'optimisation dans le capitalisme crée du chômage. Quand tu essaies de produire un maximum avec toujours moins de personnel, en les faisant travailler de plus en plus longtemps et en les exploitant au maximum, tout en les payant un minimum, ce qui les oblige du coup à faire de plus en plus d'heures, évidemment que tu vas créer du chômage de masse. Car la répartition de la charge de travail dans la population va réduire à un nombre d'individus de plus en plus restreint, augmentant donc de manière croissante le nombre d'individus qui vont rester sur la touche, le nombre de chômeurs.
Plus le capitalisme est performant, plus il exploite l'être humain et plus il crée de chômage. Plus il crée de chômage, plus les gens sont désespérés et prêts à accepter des conditions de merde, les rendant encore plus rentables pour le capitalisme. Ils acceptent d'être payés moins, donc ils doivent faire plus d'heures pour s'en sortir, ce qui fait qu'il y a de moins en moins besoin de personnel, ce qui crée encore du chômage, ce qui fait que les chômeurs sont de plus en plus désespérés, donc prêts à être exploités de plus en plus, par un capitalisme toujours plus performant, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui à la fois dégrade l'être humain, pour ceux qui acceptent de travailler, et met au chômage tous les autres. Et encore une fois, ce cercle vicieux tend vers l'esclavage, voire pire. Je n'ai de cesse que de le répéter. Et avoir du boulot comme on pouvait l'avoir dans le film de Chaplin, c'est un fantasme aujourd'hui. Il y a des gens qui rêveraient de trouver un boulot dans une usine, mais il n'y en a plus. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. On a créé un désespoir tel, le capitalisme performant a créé un chômage de masse tel, que les gens sont si désespérés qu'ils sont prêts à faire les pires besognes. In fine, il y en a qui seraient prêts à sucer pour faire du travail à la chaîne. Payer 1 euro par mois en faisant 60 heures s'il faut. Et c'est pareil dans la vraie vie, tu peux travailler sur ton projet d'entreprise, mais autant que tu veux. 70 heures par jour si tu as envie, monsieur. Oui, monsieur. Des journées de 70 heures, c'est possible dans le monde libéral. Nous rallongerons les durées des journées pour que les gens puissent travailler 70 heures par jour, évidemment. Le réel se pliera au libéralisme. Et c'est important de faire la distinction entre le capitalisme et les outils du capitalisme. Le capitalisme ne fait qu'exploiter les outils les plus performants qui sont à sa disposition. Si l'homme est l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera l'homme. Si la machine, si le robot devient l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera sans vergogne le robot. Le problème, c'est celui du chômage, parce que les machines, outils et les robots sont en train de remplacer les humains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des questions telles que celle du revenu universel ne sont pas du tout déplacées et ne sont pas du tout des idées communistes, parce que l'efficacité du capitalisme va faire, c'est une question de temps, va faire qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Ça va être l'un des plus grands problèmes structurels auquel on va être confronté. Il n'y a plus une seule tâche qu'un robot ne sera pas capable de faire. C'est le monde vers lequel nous allons. L'humain est en train de devenir obsolète, du moins le travail manuel. Et la question c'est, que va-t-on faire de tous ces humains ? Comment vont-ils se nourrir ? Comment vont-ils avoir des revenus dans un monde où on n'a plus besoin de l'humain pour produire ? Eh bien c'est simple, je vais te répondre. Les riches vont devoir commencer à partager. Ah je sais, c'est horrible, quasiment le nazisme pour eux. Mais c'est simple, si le peuple n'a plus rien dans le frigo, je peux te garantir une chose, c'est que les riches ils vont pas rester vivants longtemps. Donc les riches vont devoir partager. Mais si on ne donne un revenu universel que pour que les gens aient quelque chose dans le frigo et payer le loyer et les factures d'électricité, et qu'ils n'ont aucun pouvoir d'achat, comment est-ce qu'ils vont consommer ? Ben oui, parce que pendant ce temps, les robots seront à la production. Donc il y aura production de richesse. Mais production de richesse pour qui ? Et c'est là où on va rentrer dans la dystopie. La consommation ne sera autorisée que pour les riches. C'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production. Désormais, ils auront les usines, mais sans le besoin de payer des employés, vu qu'ils auront des robots. Donc une très petite minorité de personnes sur Terre pourra à la fois monopoliser la production et la consommation, rendant au passage toute concurrence impossible, vu que le travail humain sera moins rentable que celui des machines. Là, clairement, on a dépassé 1984 de George Orwell et le meilleur des mondes d'Huxley. Mais tout va bien, il y aura le revenu universel. On aura quelque chose dans le frigo. On aura poussé la disparité de richesse à son paroxysme. D'ailleurs, c'est le projet du Google Trezet, du forum de Davos. Je cite, « Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Vous ne posséderez rien, c'est vous le peuple. Pendant ce temps, nous les riches, on possédera tout. Dormez sur vos 2 oreilles, braves gens. Merci d'avoir participé à l'absolue richesse des riches. Les classes sociales seront désormais verrouillées à jamais. Allez, la suite. » Marx critique aussi les crises de l'abondance. Le capitalisme est tellement efficace, tellement productif, qu'il finit par produire de l'abondance et qu'il finit même par trop produire. On en a déjà parlé. Oui, tu en as déjà parlé et ça ne t'a pas percuté. Comment tu peux trop produire alors qu'il y a des pauvres ? Il suffit de redistribuer le surplus de production à ceux qui en ont le plus besoin. Mais non, ça ce serait horrible, ce serait du communisme. Oui monsieur, c'est préférable de surexploiter les gens quitte à surproduire tout en maintenant les gens dans la pauvreté. Oui monsieur. Alors j'aimerais rajouter également une chose, tu as parlé à un moment donné d'Elon Musk
Et ma question est simple, c'est en quoi le fait de payer dignement ses employés empêcherait-il Elon Musk ou un autre d'être un entrepreneur? Quand tu auras répondu à cette question, tu me le feras savoir. Il y a un point où je vais être absolument d'accord avec Marx, c'est sa critique du féminisme. Très peu de gens le savent, mais Marx a critiqué le féminisme lorsque Marx dit pourquoi les femmes veulent-elles se mettre au travail pour imiter les conditions de travail misérables des hommes. C'est quoi cette révolution féministe qui a pour objectif de mettre les femmes au travail afin qu'elles vivent la même misère que les hommes? Et ça, c'est absolument vrai. On était dans un monde où les femmes ne travaillaient pas. Le seul truc qu'on leur demandait, c'est de rester à la maison et de s'occuper des gamins. On a réussi à les faire sortir dans la rue, à les faire militer. Vous imaginez des femmes qui crient « On veut aller bosser dans les usines comme les hommes. On veut ramasser de la merde comme les hommes. On veut souffrir comme les hommes. » Vous imaginez un peu le délire féministe ? La femme tranquille à la maison, c'est l'homme qui allait bosser, c'est l'homme qui allait à la guerre, c'est l'homme qui crevait, c'est l'homme qui souffrait, c'est l'homme qui vivait ces conditions exécrables de travail dans les usines ou dans les champs. Et là, tu as une idéologie qui s'appelle le féminisme, qui milite pour que les femmes aussi aient le droit de goûter à la misère. Moi, je dis bravo, mesdames. Il se dit, mais c'est quoi ce délire? Lui essaye de dresser un bilan pour sortir les hommes de cette misère. Il dresse un bilan du capitalisme pour se dire les hommes ne peuvent plus travailler dans ces conditions, ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Et il voit des gonzesses sortir dans la rue pour réclamer le droit de bosser dans ces usines de merde comme les hommes. Bravo, mesdames. Et j'approuve beaucoup cette analyse de Karl Marx. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais d'où elle est sortie cette idéologie qui pousse les femmes à l'esclavage? Du capitalisme. Ça s'appelle la manipulation des masses. Et là où tu es encore hypocrite, l'observateur, c'est que l'intégralité de ton contenu sur ta chaîne, depuis des années, est du contenu sur des problématiques red pill. Le féminisme, le wokisme, la destruction des libertés, etc., etc. Absolument tous les problèmes dont tu as parlé dans toutes tes vidéos sont des problèmes qui ont été générés par le capitalisme. Le féminisme a été généré pour mettre en concurrence les hommes et les femmes. La lutte des races a été générée pour remplacer la lutte des classes. Le wokisme n'est là que pour diviser le peuple. À chaque fois, on attaque le mâle hétérocis blanc parce que c'est lui le producteur. C'est l'homme hétérocis blanc qui est majoritaire dans le peuple et qui est majoritaire dans le monde du travail. C'est lui dont le capitalisme a le plus besoin, donc c'est lui que l'on soumet en priorité. Il ne faut surtout pas qu'il soit soutenu dans une lutte révolutionnaire, dans une lutte des classes, qu'il soit soutenu par les femmes, les LGBT, les immigrés, etc. Ceux qui s'intéressent au contenu Red Pill ont conscience que tous les problèmes dont tu as parlé et dont d'autres youtubeurs ont parlé ont été générés par le capitalisme. Quand on fait du contenu Red Pill, on a conscience que le capitalisme est l'origine de tous les maux de la société. Donc tu comprends bien que faire une vidéo qui se fait l'avocat du capitalisme est quand même extrêmement hypocrite de ta part, sachant que tu fais du contenu Red Pill depuis plusieurs années. Et il explique que dans le système capitaliste, les ouvriers passent une partie de leur temps à travailler pour leurs propres revenus, une partie de cette productivité leur revient en tant que salaire, mais une grande partie part aux actionnaires, une grande partie de cet excédent produit va au non productif, un peu cette classe qu'il a définie comme une classe de parasites. Exactement. La majeure partie de la richesse produite par l'employé ne lui revient pas. Le salarié se fait en fait voler. Il se fait voler sa force de travail. Et il n'a pas le choix parce que tous les moyens de production appartiennent à une minorité et que cette minorité se fait concurrence les uns les autres et exploite tout le monde pareil. Dans un monde où il y a du chômage, tu es en position de faiblesse pour négocier ton salaire. Et tu ne peux pas espérer aller voir à côté pour avoir un salaire meilleur. Tu ne peux pas te retrouver non plus investisseur ou acquérir des moyens de production si tu nais dans la classe sociale la plus basse. Bref, tu es condamné à rester là où tu es, à ta place en tant qu'esclave. Et concernant les actionnaires, oui, effectivement, c'est des parasites. Ils se nourrissent du travail des autres. Mais c'est encore pire que ça. Dans la nature, un parasite, il te suce
Même pas un 100 millième de ton sang, c'est epsilon. Dans le monde capitaliste, le parasite, lui, siphonne quasiment l'intégralité des ressources de l'employé, le tout sans fournir le moindre effort. Il est né dans la bonne classe sociale, il a reçu l'éducation adéquate pour faire de l'argent, avec un capital de départ qui lui permet de faire cet argent et de spéculer. Ce que l'employé qui vit pour payer les factures et se nourrir ne pourra jamais faire. Mettez les actionnaires au travail, que tout le monde soit récompensé à la hauteur de son travail, et vous verrez que non seulement ça éradiquera la pauvreté, mais qu'en plus, ça augmentera la production. Mais bon, le but du capitalisme, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'engraisser le plus possible les actionnaires et les grands possédants qui sont en haut de la pyramide, le tout sur le dos des employés et des salariés qui seront usés jusqu'à la moelle et qui ne verront jamais la couleur de la richesse qu'ils produisent. Il est impossible de financer une économie sans des actionnaires. Il est impossible de financer une économie sans actionnaires. Parce qu'évidemment, si les employés étaient bien payés, ils ne pourraient pas être leurs propres actionnaires. Non, c'est absolument impensable. C'est inimaginable. Que les salariés récoltent le fruit de leur propre labeur, en les rendant riches et en les poussant à investir. Non, mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Quelle putain d'idée saugrenue, dites-moi. J'irai même plus loin, il n'est pas possible de financer une économie sans consommation. Pour qu'il y ait de la consommation, je le rappelle, il faut que les gens puissent consommer, donc acheter, donc avoir un pouvoir d'achat, donc être bien payé. Mais ça, visiblement, le capitalisme ne l'a toujours pas compris, vu qu'il essaie d'exploiter jusqu'à la dernière goutte de fric et de sueur de leurs esclaves. Comment tu peux restreindre l'arrivée d'argent sur tes employés et espérer que ceux-ci consomment derrière pour faire fonctionner l'économie? Encore une question que tu ne t'es évidemment pas posée. Mais Marx explique, en tout cas, c'est son idéologie, qu'il faudrait comme solution se réapproprier les moyens de production afin que toute la production, toute la richesse produite revienne aux producteurs. Mais quelle idée saugrenue! T'imagines? Que le fruit de ton travail te revienne! Putain, t'imagines ça la préhistoire? C'est comme si t'allais chasser un lièvre et que l'intégralité du lièvre que t'as chassé te revienne. Ça serait vraiment mais impensable. Heureusement qu'il y a le saint capitalisme pour dire à la population ce qu'elle doit faire du lièvre ou non. Sinon on pourrait avoir l'idée saugrenue de le bouffer. Non, évidemment, faut que 80% du lièvre remonte vers le haut de la pyramide. C'est tellement plus sensé et naturel. Qu'est-ce que j'ai déjà dit sur le sarcasme, Evan? Et que c'était la meilleure forme d'humour au monde. Son bilan au sujet du féminisme, par exemple, la mise des femmes au travail est une chose complètement absurde. Ça contribue à casser les salaires, ça contribue à rendre la vie des femmes aussi exécrable que celle des hommes. Là où il se trompe, c'est qu'il veut trouver une solution à ça. Bah oui, quelle idée de chercher une solution à un problème. Faut surtout pas trop y réfléchir. Si jamais ça arrive, ça pourrait impacter le train de vie des parasites qui profitent en haut de la pyramide. Tu ne penses pas, l'observateur? Il y a des génies et il y a les autres. Il y a les visionnaires et il y a les autres. Et il faut le reconnaître. Il faut sortir de l'égalitarisme qui est en train de nous détruire. Tiens, c'est bizarre, ça sonne familier. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Bon, j'avoue, je tacle un peu. Je ne te pense pas du genre à faire du mépris de classe. Et je veux bien reconnaître qu'effectivement, il y a des gens plus intelligents que d'autres. Et effectivement, cela doit justifier meilleur salaire. Je veux bien te concéder cela. Par contre, est-ce que cela justifie l'exploitation et l'esclavage du reste de la population? Ça, par contre, j'en suis beaucoup moins sûr. Toujours les idiotes utiles du système, les femmes sortent manifester le jour de leur fête pour se plaindre des conditions de travail. Bon, j'avoue, ça c'est assez ironique, sachant qu'elles ont manifesté elles-mêmes pour se mettre dans les mêmes conditions de misère que les hommes. Faut dire aussi que le capitalisme leur a tellement vendu du rêve à coup d'émancipation féminine qu'elles ont cru que le monde du travail c'était Disneyland. Et maintenant du coup elles en chient comme les hommes et elles se rendent compte que ça leur plaît pas. Et vu qu'en plus entre-temps le salaire des hommes a baissé, la femme qui voulait être mère au foyer n'a plus le choix que de travailler. Ou alors de devenir michto. La fameuse émancipation de la femme. Quelle libération d'arrêter de rester au chevet d'un homme qui t'aime et travaille pour toi, qui est un horrible système patriarcal, pour aller bosser comme une esclave pour un patron qui veut t'exploiter et en a rien à foutre de ta gueule. Effectivement, quelle émancipation fantastique. Bravo, mesdemoiselles. Marx n'a jamais créé un seul emploi de sa vie. Lénine n'a jamais créé un seul emploi de sa vie. Et toi, l'observateur, as-tu créé de l'emploi? Quelle hypocrisie, encore une fois.
Créer de la pensée pour élever les gens, effectivement, c'est comme youtubeur, c'est pas un vrai métier j'imagine. Et l'actionnaire, quel métier il crée? Aucun, monsieur. C'est même pire que ça, il crée du chômage. Eh bien oui, puisque les actionnaires poussent à la rentabilité et au profit à court terme. Ça se fait donc sur une meilleure exploitation des employés, en réduisant des coûts, donc en licenciant du personnel et en exploitant mieux celui qui reste. Alors l'observateur, peut-être que Marx ne crée pas d'emplois, mais lui il n'en détruit pas. Tu es sûr de toujours vouloir défendre les actionnaires? Entre le brut, ce qui sort de l'argent de ton patron, et ce que tu reçois, tu te fais nettoyer par une entité qui s'appelle l'État. Et donc le criminel, c'est pas le patron, c'est pas le capitaliste, c'est l'État, celui qui purge les gens, celui qui massacre les gens, celui qui taxe quasiment tout. La TVA de 20%, c'est 20% plus cher sur tous les produits de consommation. C'est pas le capitalisme qui a imposé ça, c'est le communisme. Mais je suis désolé, imaginons s'il n'y avait pas d'impôt. Au lieu d'avoir mon salaire à 2000 € par exemple, l'État me donne mon salaire brut, ou plutôt me laisse mon salaire brut de 4000 € et me dit tu te démerdes. Tu payes ta retraite, tu payes ta santé. Oh, l'observateur, serais-tu devenu naïf? Tu l'as dit toi-même, le capitalisme cherche à maximiser les profits. Il cherche le rendement maximal. La vérité, c'est que si l'État te laissait ton salaire brut, les entreprises baisseraient ton salaire et tu te retrouverais au final avec le même salaire que lorsque tu payais des cotisations. Le but de l'entreprise, c'est de te laisser le moins d'argent possible, parce qu'il faut toujours réduire les coûts de plus en plus au maximum pour engraisser les actionnaires et les grands patrons. Si l'État n'obligeait pas les patrons à sortir un peu d'argent, ton salaire ne serait pas forcément bien plus élevé. Pourquoi je devrais payer 20% plus cher les produits que j'achète? Pourquoi? Pour financer quoi? Pour financer qui? L'État ne gère pas mieux l'argent que vous. C'est un mensonge. L'État est un voleur, l'État est gros, l'État est énorme, le fonctionnement de l'État coûte cher et vos impôts ne servent ni à financer votre retraite, ni à financer votre santé. Il en faudrait beaucoup moins que ça pour financer la retraite et la santé. Alors, est-ce que l'État gère mal l'argent? Sans doute. Est-ce que le privé le gère mieux? Ça, j'ai des gros doutes. Il n'y a qu'à voir tous les biens publics qui ont été pillés par le privé. Une partie de la SNCF, les autoroutes françaises, et puis tout le bordel autour d'EDF. Tu as l'air quand même vachement mal renseigné. Je sais pas si t'es au courant de l'histoire actuelle avec l'électricité, mais EDF, qui est un service public, a dû se plier artificiellement à la concurrence, en cédant une partie de son électricité à prix d'amis, le tout pour racheter sa propre électricité à prix d'or. En gros, c'est un service public qui se fait piller par des sociétés zombies, des sociétés fantômes, qui raquettent l'argent issu du domaine public pour s'en mettre absolument plein les fouilles. Et là, je parle que d'EDF. Je parle même pas de la mafia Veolia qui s'occupe du réseau d'eau et qui raquette les Français. Je vais prendre ne serait-ce que l'exemple de la Guadeloupe. Veolia s'est emparé du réseau d'eau de la Guadeloupe. Cette entreprise a empoché tout l'argent issu du réseau de canalisation qui avait été payé avec les impôts des Français, sans réinvestir ne serait-ce qu'un centime dans l'entretien des canalisations. Et maintenant que tout le réseau pète de tous les côtés, Veolia s'est barré avec la caisse et la Guadeloupe n'a plus d'eau courante. Fantastique démonstration du privé à racketter l'argent du peuple français. Donc oui, l'État gère mal l'argent, mais il est largement moins voleur que le capitalisme. Sous prétexte de réchauffement climatique, on va nous dire s'il faut manger de la viande ou pas. Sous prétexte de terrorisme, on va contrôler nos téléphones, nos comptes bancaires, nos dépenses, nos déplacements. Sous prétexte de Covid, on va, avec un pass sanitaire ou un passeport sanitaire, contrôler notre état vaccinal, si on est bien allé chez le docteur, si on a bien fait la 4e, la 5e, la 6e. En Espagne, apparemment, le système s'est même préparé pour accommoder 8 rappels. Bientôt, on n'aura plus assez de place sur le corps pour accommoder toutes les piqûres. Mais bien sûr, on va contrôler ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on a le droit de consommer, ce qu'on a le droit d'injecter dans notre corps. Mais tout ça, l'observateur, c'est dû au capitalisme. Le capitalisme ne souhaite qu'avoir des esclaves qui arrêtent de manger et qui arrêtent de consommer. La bonne nourriture et la consommation de produits ne devra être réservée qu'aux riches. D'ailleurs, c'est les lobbies pharmaceutiques qui poussent à l'injection des traitements expérimentaux dont on n'a pas le droit de dire le nom. Tout ça, c'est le capitalisme qui cherche à asservir les masses. Et j'entends des gens dire il faut plus d'impôts, il faut plus d'État, il faut plus de présence de l'État.
Et ça, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité en effet, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres qui se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'abus de ceux qui sont en haut de la pyramide, ils se rendent compte qu'ils se font de plus en plus exploiter, et ils cherchent forcément naturellement une intervention extérieure pour mettre fin à l'esclavage, à cet esclavage moderne qu'ils subissent. Mais c'est sûr que lorsque l'on fait partie des 1% des plus riches et qu'on est déconnecté du peuple, c'est sûr, c'est difficile de s'en rendre compte. Au Portugal, tous ces pays qui ont connu des dictatures, ça a été possible parce que leur base de gens soumis est plus importante que ce que ça pourrait l'être en Suisse ou au Danemark ou en Suède par exemple. Qu'entends-je? Quij? La Suède n'est pas un pays de soumis, ce sont des résistants? Mais dis-moi, l'observateur, tu as vécu dans une grotte ces 10 dernières années? La Suède, en anglais, ça se dit Sweden. Et le surnom qui est donné à la Suède dans le monde entier aujourd'hui, c'est le Swedistan. Pourquoi le Swedistan? Parce que c'est le pays d'Europe à avoir accueilli le plus d'émigration dans toute l'Europe. Ils ont accueilli de l'immigration jusqu'à ce que ça déborde. Ils ont sorti les retraités de leur retraite pour les faire revenir travailler afin de financer toute la nouvelle immigration de chance pour la Suède. L'insécurité a explosé. Les viols ont été démultipliés plusieurs dizaines de fois. Il y a eu une explosion des gangs et de la violence. Aujourd'hui, la Suède, c'est le Pakistan. C'est pour ça qu'on la surnomme le Swedistan. Et tous ces Suédois qui ont accepté ça, tu vas me dire qu'ils ne sont pas soumis et qu'ils sont des résistants. Bah dis donc, je crois qu'on n'a pas la même définition de la résistance. Mais petite piqûre de rappel, tout ça, ça a été permis par la gauche idéologique au service de la droite économique pour faciliter la concurrence. Les valeurs émigrationnistes de gauche ne sont que des outils du capitalisme de droite. Et ça, je crois que tu as tendance à l'oublier. Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait parler d'un système idéal? Est-ce qu'on pourrait parler d'un système qui pourrait faire qu'on vive correctement dans le meilleur des mondes? Eh bien, quelque part, le système idéal, c'est ni un système complètement libéral, ni un système complètement collectiviste. Je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent être que libérales. Je pense qu'il y a des domaines qui ne peuvent fonctionner que grâce à l'entrepreneur égoïste qui, avec son égoïsme, qui peut sembler quelque chose de négatif, mais en réalité, grâce à son égoïsme, il travaille, il se lève tôt, il produit plus, il produit de la richesse. Il y en a pour lui et il y en a pour les autres. Et il y a des secteurs stratégiques qu'on ne peut que collectiviser parce que la logique marchande ne peut pas s'y appliquer. Et je ne pense pas que la recette soit la même en fonction des peuples. Il faut simplement se concerter et se dire, nous vivons dans un système capitaliste libéral, nous sommes conscients qu'il faut collectiviser certains secteurs. Maintenant, quel secteur on décide de collectiviser? Est-ce qu'on collectivise l'énergie? Eh bien, on peut répondre oui, parce que une centrale nucléaire ne peut pas répondre uniquement à la logique marchande, parce que ça peut être dangereux, parce que si le gestionnaire décide de faire des économies d'entretien, ça peut exploser. Donc tu parles des centrales nucléaires pour l'électricité, moi je rajouterais le système de canalisation pour l'eau courante. Lorsque l'on privatise cela, on voit ce que ça donne, par exemple en Guadeloupe. Veolia se barre avec la caisse et laisse un système en ruine. Mais on peut aussi décider de collectiviser la santé. En effet, lorsque les labos pharmaceutiques appartiennent au privé, on est sur une logique de profit similaire aux dealers de drogue. On cherche à nous abonner à des produits. Tu parlais toi-même plutôt des 8 injections. J'irais même plus loin, je dirais l'injection tous les 3 mois, c'est prévu. Et ce jusqu'à la fin de tes jours. Le lobby pharmaceutique est le lobby le plus puissant au monde. Évidemment que le pharmaceutique doit être collectivisé et surtout pas laissé dans les mains des privés. C'est une question de santé publique. Compte. On pourrait se poser aussi la question de l'éducation. Est-ce que c'est à l'État de gérer l'éducation? Alors sur la question de l'éducation, je suis très partagé. Le problème actuel, c'est que l'éducation, qui est aux mains de l'État, applique le même lavage de cerveau idéologique que si c'était aux mains du privé. On cherche à créer de futurs esclaves. Disons que le problème est qu'il faudrait que les parents puissent avoir le choix d'envoyer leur enfant dans une scolarité qui n'est pas de gauche. Et cela relève plus du choix idéologique que de la question du public ou du privé. L'armée, par exemple, la défense des frontières doit l'être. On ne va pas payer des milices privées pour surveiller les frontières, ça ne marche pas. Donc ça doit être nationalisé, la police, etc.
Alors pour ce qui est de la police aux frontières, actuellement elle est dans le domaine du public, donc elle obéit à l'État, mais derrière l'État elle obéit à une logique et une idéologie capitaliste. On a les moyens de bloquer complètement l'immigration, mais on organise cela de manière logistique à ce qu'il y ait suffisamment d'immigration pour mettre de la pression sur le marché du travail. Ça c'est une réalité également. D'autre part, la police nationale est plus occupée à mettre des amendes à ceux qui ne portent pas de masque que d'assurer la sécurité des citoyens. Pour verbaliser Jean-Claude, ouvrier qui travaille 50 heures par semaine et dont la roue de sa voiture garée dépasse légèrement de la chaussée ou est légèrement de travers, il y a du monde. Par contre, dès qu'il faut empêcher les attentats terroristes ou sécuriser les cités, là il n'y a plus personne. On est toujours dans une logique capitaliste. On maintient un certain niveau d'insécurité pour rendre les gens dépendants. Des gens qui sont maintenus dans la peur sont plus malléables. Ensuite, on a un taux de prélèvement plus ou moins élevé en fonction des pays pour pouvoir financer ce qu'on a décidé de mettre en commun. Le problème, c'est que j'observe une dérive de cette collecte, j'observe une dérive de l'imposition qui prélève beaucoup trop de richesses à mon goût, et notamment en France. Évidemment, si seulement les Français pouvaient savoir où part l'argent de leurs impôts. Évidemment qu'à l'heure actuelle, c'est un système mafieux. Les hauts fonctionnaires s'en mettent plein les poches en prime, pendant que les fonctionnaires en bas de l'échelle sont exploités. D'autre part, il doit y avoir des détournements de fonds monstrueux, dont on n'a même pas idée. Si on pouvait avoir accès à la comptabilité et voir où part l'argent, il serait déjà plus facile de faire confiance au système, mais c'est loin d'être le cas. D'autre part, la question est revenue régulièrement, mais effectivement, est-ce qu'on a envie de financer, avec nos impôts, des espèces de sous-hommes qui ne font que cracher à longueur de journée sur le peuple français, alors que c'est celui-ci même qui finance ces Mongoliens. C'est comme payer un mec pour qu'il te pisse dessus. Est-ce que le peuple français a envie de continuer à se faire humilier par le service public? Je ne pense pas. Pourquoi se lever le matin? L'imposition est en train de tuer la France. L'imposition est en train d'asphyxier la France. Et quand j'entends des gens dire « il faudrait payer plus d'impôts », je n'arrive pas à comprendre. Et je comprends surtout que c'est cette base dangereuse de la population, cette base à cause de laquelle un régime comme l'Union soviétique a été possible. C'est de ces gens-là que parlait Solzhenitsyn lorsqu'il disait « Je ne comprends pas comment un pays riche comme la Russie a pu tomber dans la délation, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la violence. » Eh bien, c'est à cause de cette faction de la population qui accepte de dénoncer ses voisins, de pointer les gens du doigt, de détester les riches, les productifs, les créatifs. Cette minorité toxique de la population qui donne du crédit au gouvernement détruisent les peuples, détruisent les nations. Alors je suis vraiment désolé l'observateur, mais là tu fais vraiment du mépris de classe. Et tu es encore une fois extrêmement de mauvaise foi. Tu pointes la conséquence, mais pas la cause. La conséquence, c'est l'émergence d'un peuple qui en a marre de se faire exploiter et qui demande du coup plus d'impôts, pour une meilleure redistribution des richesses. Tu déplores cette conséquence, mais tu n'analyses pas la cause. La cause, c'est simplement l'abus des riches. C'est parce qu'ils en veulent toujours plus et qu'ils exploitent toujours plus le peuple que celui-ci va devenir toxique, comme tu dis. C'est l'égoïsme et l'asservissement envers les riches qui crée ce peuple épuisé sur lequel tu craches. Ce peuple qui en fait, à travers la demande du communisme, réclame juste en fait des conditions de vie décentes et ne serait-ce qu'un minimum de partage. Tu dis toi-même plus tôt, Pourquoi se lever le matin? L'imposition est en train de tuer la France. L'imposition est en train d'asphyxier la France. eh bien cette réflexion-là, c'est ce que le peuple se fait en permanence tous les matins. Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins pour travailler afin de juste pouvoir payer les factures et me nourrir? À quoi bon? C'est la réflexion courante chez le peuple qui se fait exploiter pour des salaires de misère. Pendant que tu es dans la tourmente, dans tes problèmes de riche, à te dire « Ah putain, je vais payer des impôts. Pourquoi je me lève le matin pour payer des impôts ?» La réflexion équivalente du peuple, c'est « Pourquoi je me lève le matin pour me faire exploiter pour un salaire de misère qui va juste me permettre de régler des factures. » C'est ça la réalité que tu refuses de voir, l'observateur. Il y a une tendance naturelle du monde contre laquelle on ne peut rien. On arrivera à la perturber pendant un temps avec des idéologies comme le socialisme, le communisme. Mais l'homme revient toujours à l'ordre naturel des choses. Pourquoi cet ordre existe? Comment il existe? Quelle en est la raison? Eh bien, c'est des ordres qui sont aussi vieux que la rotation de la Terre autour du Soleil. Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? C'est un ordre établi, point. Que tu me dises « je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, la Terre ne devrait pas tourner autour du Soleil », eh bien, quelque part, on s'en fout de ce que tu penses.
Alors là, c'est génial, tu essaies de t'auto-persuader que le capitalisme actuel est un ordre naturel, en comparant ça à la rotation de la Terre autour du Soleil. Mais l'ordre naturel, ce n'est pas 99% de la population qui travaille pour les 1% restants. On n'a jamais vu dans la nature 99 lions aller chasser pour rapporter à un lion leur résultat de chasse. De ce point de vue-là, le capitalisme est ce qu'il y a de plus contre-naturel. Encore une fois, tu te fais l'avocat du système capitaliste parce que celui-ci t'arrange bien et que tu es du bon côté de la rive. Mais si tu étais honnête et que tu souhaitais vraiment un ordre naturel, ce serait la loi de la jungle, ce serait la loi du plus fort. Le barbare prend ce qu'il souhaite par la force. Tout système qui a été inventé par la suite a été inventé pour essayer d'améliorer les conditions de vie humaines. Mais dans le système capitaliste, au final, on obtient le même résultat. C'est-à-dire une minorité qui vole la majorité de la production à la majorité du peuple, car ceux-ci ont le monopole des moyens de production. Ça légitime l'esclavage quelque part. Et à chaque fois, on pourra en sortir, en dévier. On va vivre des révolutions, on va vivre des guerres civiles, on va vivre des destructions, pour au final revenir toujours à ce même ordre établi. La révolution n'est qu'une perturbation de l'ordre établi qui nous ramène toujours à l'ordre établi. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. L'ordre naturel, ce n'est pas de se laisser soumettre. Encore une fois, dans la nature, t'as pas 99 lions qui acceptent de donner 99% de leur nourriture à un seul lion. Il n'y a que le capitalisme contre nature qui a inventé cela. Mais tu peux toujours t'auto-persuader en essayant de légitimer le système dont tu profites. Et comme tu le dirais toi-même, et que dire d'autre? Eh bien, je suis déçu de ta vidéo. Une vidéo qui finalement va à l'encontre de la pilule rouge, puisque le capitalisme est à l'origine de tous les problèmes que dénonce l'idéologie Red Pill. Du coup, quelque part, c'est un peu une trahison. Allez, cette vidéo a été suffisamment longue, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez réussi à la regarder jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!